préviendrai Philippe. Ah oui, mais bien. Non, mais que je n'ai pas d'infos. Oui, oui, oui. Ah, Philippe, je n'ai pas d'infos. Ouais. Pardon. Non, mais j'en ai... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau bar de l'économie qui reçoit chaque matin les acteurs économiques ou politiques qui font bouger notre belle région. Jacqueline Voras sur Radio IDFM. Nous sommes jeudi 27 février et ensemble jusqu'à 10h30. Petit rappel pour nous suivre en direct, soit sur IDFM 98, en vidéo live sur Facebook, page Bar de l'économie, ou en web radio sur IDFM 98. Alors ce matin, élection municipale, village de la chimie, deux grands thèmes. Avec nous dans notre studio, Grégoire Dublineau. Pardon. Bonjour Grégoire. Bonjour Jacqueline. Maire sortant à Aubonne, vous êtes investi par les Républicains, soutenu par le MoDem et le Mouvement Libre, et vous briguez aujourd'hui un deuxième mandat. Vous avez 55 ans, vous êtes directeur général d'une organisation agricole, vice-président de Valparisis, délégué à la culture, et vous nous expliquerez quel est le sens de votre candidature et la priorité de votre mandat. Tout à fait. À vos côtés, Emmanuel Michael. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacqueline. Donc Emmanuel, vous êtes, pour la première fois candidat tête de liste pour le MoDem aux élections de Saint-Gratien, pour les élections municipales. Vous avez 33 ans, vous êtes responsable d'un service de protection sociale à la CAF, Caisse des assurances familiales, des affaires familiales du Val d'Oise, et vous êtes également président du MoDem Val d'Oise. Vous nous exposerez ce qui vous a motivé pour cette candidature et les grands axes de votre programme. Aujourd'hui également dans notre studio Gilles Lemaire. Bonjour Gilles. Bonjour Jacqueline. Gilles, je suis ravie de vous revoir et de vous accueillir aujourd'hui au bar de l'économie. Vous êtes délégué général de France Chimie Île-de-France et avec nous pour présenter le salon, le village de la chimie, qui se tiendra demain vendredi et samedi 29 février au parc floral de Paris, au Bois de Vincennes. Tout à fait. Un événement annuel majeur au bénéfice de l'emploi des jeunes et de l'apprentissage dans la chimie. À vos côtés, Anthony Martinez. Bonjour Anthony. Bonjour Jacqueline. Pareil, je suis tout à fait ravie de vous revoir Anthony. Ravi également. Vous êtes cofondateur dirigeant d'Illico, une entreprise qui accompagne les industriels pour leur démarche de remise en conformité. Et vous aussi, vous serez demain et samedi au village de la chimie. Et à vos côtés, Franco Manfré. Bonjour Franco. Vous êtes directeur général délégué chez Calixia, une entreprise également présente au village de la chimie demain. Une entreprise qui conçoit, développe et commercialise une nouvelle génération de microcapsules destinées aux multinationales. Et nous découvrirons avec vous ce secteur tout à fait innovant. Donc bienvenue à tous les cinq. Ce matin, je n'ai pas d'infos parce que je préfère donner un temps de parole à mes invités plus sereinement. On reste ensemble et on se retrouve juste après un morceau de musique. Si jamais vous avez trop chaud, on peut ouvrir la fenêtre, hein, c'est possible. C'est bon ? La style est unique, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Michel m'a dit que j'ai un style Sarko plus. Oui, sur son site, c'est sûr que je vais faire du Ah oui, Philippe, il
faut baisser. Ouais, bah là, j'ai pas pour rester là ici. Vas-y, baisse, là, moi je vais entendu. Sinon, on est coupé. Pourquoi faut baisser? Non, Non, parce qu'après, Facebook nous coupe si à cause de la SACEM. Allez, on chante. Moi, je peux vous la chanter par Ah, cœur. c'était de la bonne musique quand même, hein. C'est sûr. On chantera demain. D'accord. Soir. Oui. Non, c'est ce soir. Parle, là. Ah non, c'est demain. Ah, c'est pas ramener la coupe à la maison, ça. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Dublineau, maire sortant à Aubonne et candidat investi par les Républicains pour un deuxième mandat aux prochaines élections municipales. Emmanuel Michael, également candidat à ces élections municipales 2020 pour Saint-Gratien. Emmanuel Michael, vous êtes tête de liste pour le MoDem. Gilles Lemaire, délégué général de Franchimie. Anthony Martinez, cofondateur et président d'Illico. Franco Ferré, directeur général délégué chez Calixia. Et tout de suite, je donne donc la parole à Grégoire Dublineau pour 15 minutes. Donc merci Grégoire Dublineau d'être présent parmi nous ce matin. Merci Jacqueline de votre invitation. Donc vous êtes candidat à votre propre succession pour un deuxième mandat. Expliquez-nous pourquoi ce choix et la priorité cette fois de votre mandat. Jacqueline, bien effectivement, oui, je suis candidat pour un second mandat. Candidat pourquoi? Eh bien parce que nous avons, avec l'ensemble de l'équipe que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire, l'envie de poursuivre ce que nous avons entrepris et de le renforcer. Poursuivre pourquoi? Parce que depuis 2014, un certain nombre d'actions ont été impulsées au sein de la commune pour lui redonner une vraie dynamique, une véritable ambition. Et maintenant, nous avons envie d'amplifier ce mouvement. Il y a encore énormément de choses à faire pour que Aubonne retrouve toute sa place, celle donc d'une ville qui soit une ville active, une ville dynamique, une ville aussi soucieuse de sa qualité de vie. Alors oui, j'ai pu lire dans vos brochures que bien sûr vous engagez à poursuivre les actions déjà mises en place et que vous avez l'ambition donc de redonner à Aubonne tout son lustre et son aura. Est-ce que Aubonne souffrirait-elle d'une image dévalorisée? Alors, Aubonne a été pendant de nombreuses années une ville qui s'était un petit peu endormie. D'accord. Or, c'est une ville qui dispose de très très nombreux atouts, des atouts d'ordre touristique, des atouts d'ordre culturel, un emplacement idéal au sein de la vallée de Montmorency avec un certain nombre de villes partenaires. Et donc, c'est très important de pouvoir lui redonner souffle et énergie. Nous avons dans nos atouts une gare, nous avons dans nos atouts un hôpital, nous avons dans nos atouts un réseau, un tissu économique et associatif extrêmement dynamique. Et c'est important de pouvoir redonner souffle, ambition et énergie à notre ville. Nous nous y employons depuis 6 ans et c'est cela que nous tenons. Vous souhaitez continuer, oui, je comprends. Alors, votre équipe sera-t-elle confirmée ou plutôt renouvelée? Alors, notre équipe sera renouvelée, grosso modo les 2 tiers de l'équipe est renouvelée. C'est important d'avoir un œil neuf, d'avoir des personnes nouvelles qui viennent donner aussi une autre impulsion, un autre regard sur la politique à conduire. Il faut bien savoir, et Jacqueline, un grand merci de pouvoir réunir au sein du bar de l'économie justement des chefs d'entreprise avec des responsables politiques parce que nous sommes toutes et tous soucieux de la même chose, c'est-à-dire de servir, d'offrir quelque chose, concernés, bien sûr, d'offrir quelque chose aux autres.
Et à travers le fait d'avoir une équipe renouvelée, eh bien, ça montre que la ville évolue et en même temps, ça peut lui permettre d'avoir un nouveau regard sur de nouvelles priorités, de nouvelles attentes et ça évite d'être sclérosé. Notre rôle ici, en tant que chef d'entreprise ou politique, est d'avoir toujours l'envie d'être dans une dynamique, dans le mouvement et d'aller de l'avant. D'anticiper, c'est sûr. Alors, combien y a-t-il d'habitants à Aubonne? Alors, sur Aubonne, nous sommes un petit peu plus de 25 000 maintenant. Donc, ça fera combien de conseillers municipaux, puisque c'est proportionnel, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous avons 35 conseillers municipaux. D'accord, très bien. Alors, comment vous, justement, voyez-vous votre commune dans 10 ans? Alors, l'ambition que nous portons donc pour Aubonne est d'en faire l'une des villes phares donc, de la vallée de Montmorency, en lien avec, bien entendu, tous nos partenaires de la vallée. Notre ville donc, doit évoluer. On voit qu'il y a un très fort renouvellement de la population et c'est important que de pouvoir accompagner ce renouvellement, c'est important que de pouvoir favoriser une offre de logement, une offre d'équipement, une offre donc aussi d'école. Mais à côté de cela, il faut aussi savoir développer un cadre de vie qui soit agréable à travers des espaces verts, à travers aussi une qualité touristique, une qualité culturelle. Une vie, c'est quoi? C'est tout un ensemble de projets, d'actions qui sont toutes et toutes mises en cohérence pour que chacune et chacun, lorsqu'il rentre dans sa ville, lorsqu'il est dans sa ville, se sente fier et heureux d'y être. C'est sûr. Alors, vous avez 5 grandes orientations que vous avez évoquées là rapidement. Si vous voulez les développer un peu plus, vous avez 5 grandes orientations pour votre nouveau programme. Oui, tout à fait. Nous avons 5 orientations. Et la première et la plus importante que nous avons souhaité mettre en avant, c'est le respect des personnes et des solidarités. Je crois que c'est important quand on est dans la vie réelle, dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, de bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'attention portée aux autres, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est le fait de les prendre en considération. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup trop d'une crise forte, d'une véritable fracture sociale, fracture économique, fracture territoriale. Et notre travail, ici, qu'on soit dans les entreprises, qu'on soit dans la politique, c'est de justement veiller à renforcer les liens entre nous. Il ne peut pas y avoir de collectivité, quel que soit son échelon, qui puisse être durable s'il n'y a pas une véritable cohésion. Et c'est cela notre travail. D'où volontairement la notion de respect et la notion de solidarité affichée comme première des priorités. Tout projet n'a de sens que s'il a vocation à servir les autres. Le reste ne sert à rien. Le sens de l'action, c'est vraiment être au service des autres, proposer, apporter des solutions, apporter des réponses. Quand on se tourne vers quelqu'un, qu'on soit chef d'une entreprise, qu'on soit responsable d'une collectivité, quand celui vers lequel on se tourne vous dit « je ne sais pas ce qu'il y a à faire, il n'y a rien à faire, je baisse les bras », c'est terminé. Notre travail est précisément de redonner confiance, d'apporter des solutions, de donner envie, de faire des perspectives. Voilà pourquoi le mot respect et solidarité est pour nous essentiel. À partir de ce moment-là, le reste en découle. Bien sûr qu'il faut un cadre de vie vert et vertueux, bien entendu, et c'est indispensable. La problématique environnementale est essentielle. Bien sûr qu'il faut développer du loisir, du sport, de la culture. C'est indispensable, là encore, parce que la culture, le sport et le loisir sont véhicules des valeurs, ces valeurs fortes qu'il faut retrouver. Si on ne les retrouve pas, c'est notre pacte social qui se désagrège, ce que l'on peut accepter. Bien entendu aussi, il nous faut travailler sur l'épanouissement personnel à travers la vie scolaire et le monde de l'entreprise. La problématique de l'emploi, la problématique de la scolarité sont essentielles. Et une fois qu'on a fait ce projet, en mettant, 1, les hommes, le respect, les solidarités en avant, 2, les politiques dites d'accompagnement pour offrir un cadre de vie dans lequel on se sent fier, alors effectivement, le dernier point, c'est la capacité que l'on a de le décliner à travers des politiques municipales, quelles qu'elles soient, de l'urbanisme, des finances, etc. Mais ces politiques municipales n'ont de sens que si elles sont vues de façon globale et cohérente dans un projet, et que si ce projet a pour vocation de servir les autres. Oui, j'ai bien compris que donc le respect était très important pour vous et c'est sûr qu'il faut faire adhérer les gens plutôt que de les obliger dans un programme qu'ils n'ont pas souhaité. Alors, vous, quelle vision portez-vous sur le bilan de ce premier mandat? Eh bien, c'est un bilan sur lequel nous portons un jugement bien évidemment positif. Pourquoi? Parce que nous avions pris un certain nombre d'engagements en 2014. Et ces engagements ont été tenus. Et c'est important de le souligner parce que tout au cours du mandat, il y a eu un certain nombre d'évolutions majeures que personne ne pouvait imaginer.
entre les aspects donc, de sécurité. Et bien sûr, nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui ont été affectés donc, par les attentats, mais aussi il y a eu toutes les dotations budgétaires qui ont été diminuées. Donc il a fallu, à travers cela, gérer ces choses. Et il y a deux manières, là encore, de les gérer. Une manière de se dire, eh bien je suis pied debout sur le frein parce que je fais attention, etc., etc. Donc voilà. L'autre manière qui est de se dire, je vais de l'avant, toujours, parce que je regarde constamment au-dessus du mur. La question, donc, pour nous, elle est très claire, c'est de se dire, quand il y a un problème, c'est plutôt une bonne idée, parce que ça nous oblige de construire un projet et donc de progresser. Oblige à vous remettre en cause. Toujours, constamment. Et c'est ça notre rôle, qu'on soit dans les entreprises, qu'on soit dans le monde politique, c'est la capacité qu'on a d'aller de l'avant. De rebondir, oui. De rebondir, de chercher des solutions. Et c'est ça qui nous fait grandir, et c'est cela qui est attendu de nous. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont très souvent dans la critique, dans le fait de se dire « Oh, bah, il n'y a qu'à Faucon, etc. » Concrètement, tu fais quoi? Concrètement, comment tu agis? Concrètement, quel type de réponse tu apportes? Eh bien, nous sommes, dans les entreprises, dans le monde politique, nous sommes là-dedans, cette démarche-là, de se dire il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il faut constamment se remettre en cause, constamment innover, oser, entreprendre, anticiper. Voilà les mots-clés qui pour nous sont importants. Alors, si vous deviez avoir quand même un éventuel regret par rapport à ce bilan, quel serait-il? Oh, des regrets, il peut bien sûr y en avoir, mais je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, quand on regarde notre bilan, nous pouvons nous dire que peut-être aurait-on pu faire autrement, peut-être, mais en tout état de cause, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. C'est important de le souligner parce que quand on regarde quelque chose ou quand on veut construire l'avenir, il faut partir de ce qui a été fait. On ne peut aller de l'avant que si on est solidement ancré dans la terre, solidement ancré dans des idées, dans des projets. Bien entendu, et ça c'est le propre d'une démocratie, d'autres ont d'autres idées. D'autres auraient pu concevoir les choses autrement. Nous, ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous voulions le faire. Nous l'avons fait par conviction, avec nos valeurs, avec notre envie, avec notre dynamisme, notre enthousiasme. Et donc, voilà pourquoi nous sommes fiers de ce qui a été réalisé. Mais fiers non pas au sens de se faire plaisir, fiers parce que nous avons pu collectivement, avec les habitants, faire évoluer la ville, faire évoluer le cadre de vie. Alors, vous me tendez la perche parce que j'allais vous demander s'il y avait un projet dont vous êtes particulièrement fier par rapport à ce bilan. Alors, beaucoup, puisque vous avez pu voir donc un bilan qui est très complet. Je crois que ce dont nous sommes le plus fiers, puisque vous souhaitez une action concrète, c'est très certainement la capacité que l'on a eue de pouvoir développer un certain nombre d'espaces verts et développer aussi au sein donc, de la ville des lieux de rencontre à travers de très nombreuses manifestations. Si je reviens là-dessus, c'est pourquoi? C'est parce que ce qui compte pour nous, c'est la capacité que l'on a de fédérer les uns les autres, de permettre aux gens de se connaître, de se découvrir, et derrière, de casser les barrières, les préjugés que l'on peut porter et qui sont bien trop souvent des sources d'arguments démagogiques, extrémistes, etc. Une collectivité, c'est du bien-être. Et dès lors, pour pouvoir le faire, relancer des activités, des manifestations au sein desquelles les habitants peuvent se retrouver, peuvent passer de bons moments, peuvent, comme on l'a fait sur un été à Aubonne, permettre à des jeunes qui ne partent pas en vacances, de pouvoir arriver le jour de la rentrée en disant « bien pendant un mois, j'ai fait énormément d'activités ». D'autres, comme un hiver à Aubonne, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, qui grâce à la patinoire peuvent se dire le jour de la rentrée « bien moi, j'ai fait du patin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Je crois que c'est ça qui est pour nous important. C'est le fait d'avoir pu, au cours de ce mandat, permettre à des habitants, à tous les habitants, de pouvoir bénéficier de moments de rencontre et de se créer des souvenirs. Ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est parce qu'on a des souvenirs communs et partagés que l'on peut avoir une identité commune, et c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est ça, vous restez en fait sur ce fil rouge du respect et de la solidarité, toujours. Alors, j'ai pu lire aussi que le vélo est devenu l'un des thèmes majeurs de la campagne, pas seulement à Aubonne, hein, mais chez d'autres candidats. Tous les candidats se positionnent sur la question. Comment comptez-vous vous distinguer, vous, pour cette nouvelle activité? Enfin, ce n'est pas une nouvelle activité, mais en tout cas, elle est mise en avant de plus en plus. Oui, je crois que vous avez complètement raison. Ce qui est mis en avant de plus en plus, c'est la problématique environnementale, la problématique donc, du développement durable, la problématique de la protection de son cadre de vie. C'est aujourd'hui indispensable. Il y a beaucoup de grands sujets, beaucoup de grandes déclarations d'ordre politique. Et nous, concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense que vous aurez l'occasion de discuter avec les chefs d'entreprise ici présents sur la problématique environnementale, leur manière de l'appréhender. Nous, au niveau des communes,
nous avons aussi notre responsabilité, et ce sont bien ces responsabilités communes qui le font. Vis-à-vis du vélo, qui est l'un de ses accès, l'un de ses moyens de protéger la qualité de l'air, eh bien, nous allons développer les pistes cyclables, bien entendu, mais les développer de façon forte, parce que ce qui importe pour nous, et je le dis très franchement, n'est pas tant le nombre de kilomètres que l'on peut faire avec un tracé sur une route. Oui, oui. Ce qui nous importe, c'est d'avoir, à la fin de notre mandat, 15 km de pistes cyclables protégées, sécurisées. Dit autrement, nous regardons tout l'aménagement de voirie, tout l'aménagement des pistes cyclables, non pas à travers notre œil de se dire on va faire des kilomètres pour des kilomètres, non, nous le faisons à travers l'œil de l'enfant, Oui. celui qui va l'utiliser. Et on sait toutes et tous Et de ici, ceux qui ne savent pas faire du vélo. voilà, on le sait toutes et tous ici, que l'aspect de la sécurité passe d'abord par la protection des plus jeunes, parce que ce sont eux qui vont à l'école, ce sont eux qui vont au collège, qui vont au lycée, ce sont eux qui, avec leur famille, vont se promener. Or, on sait que sur des pistes cyclables, à côté des voitures, qu'on le veuille ou pas, en cas de souci, c'est plus le vélo qui a un problème que la voiture. Donc voilà pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans la surenchère, nous partons sur quelque chose de réaliste, 15 km, mais de pistes cyclables, comme on l'a fait depuis quelque temps sur Aubonne, sécurisées, c'est-à-dire véritablement délimitées pour éviter justement qu'il y ait ces soucis et qu'on soit bien en termes de raisonnement d'aménagement de voirie ou de sécurité sur l'aspect, sur l'œil de l'enfant. Très bien, merci Grégoire Dublino. Alors j'ai deux autres questions à vous poser là. Encore une sur votre campagne et puis une autre un petit peu extérieure. Quel regard portez-vous sur cette concurrence de listes aujourd'hui à Aubonne? Moi, j'y vois le signe de la vitalité démocratique. Oui. Et donc, je trouve que nous avons beaucoup de chance dans notre pays que toutes celles et ceux qui veulent s'engager, qui veulent porter un projet, qui ont des idées, puissent le faire en toute liberté. Donc, je suis très heureux de cette vitalité. Je suis très attaché, bien évidemment, aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. Donc, je ne peux que me réjouir d'avoir un certain nombre de personnes qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour aller expliquer, pour aller proposer. C'est pour moi quelque chose d'indispensable. Après, je n'ai pas d'autre jugement parce que moi, ce qui m'importe, c'est de promouvoir les idées que nous portons, c'est de faire la campagne que nous souhaitons faire pour justement aller convaincre et être constamment dans cette dynamique, dans cet enthousiasme, dans ce volontarisme que nous dégageons. Très bien, je vous remercie. Alors, donc, ma dernière question, c'est en plein salon de l'agriculture, la FNSEA, principal syndicat agricole, dont vous êtes directeur général d'une organisation agricole. La FNSEA appelle ses troupes à se présenter aux élections municipales pour faire front et défendre le métier d'agriculteur, car si la profession est toujours la plus représentée sur les territoires, elle ne compte plus que 13% des maires de France, à cause des problèmes d'épandage, de pesticides et ainsi de suite. Donc, vous avez un avis sur cette baisse de maires qui se présente? Je crois qu'effectivement, c'est important de le souligner. Le nombre de maires aujourd'hui ou de personnes qui souhaitent reprendre donc, des mairies, notamment en zone rurale, devient de plus en plus compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de très lourdes responsabilités qui pèsent donc sur les maires et avec un accompagnement qui n'est pas nécessairement à la hauteur des obligations, des devoirs qui nous incombent. Nous sommes en première ligne face à la population, nous sommes les premiers à se prendre tous les coups et nous sommes les premiers amortisseurs sociaux de notre République. Donc c'est important de le souligner, les maires ont besoin d'être accompagnés. Au niveau donc, de la ruralité et au niveau, pour répondre à votre question plus sur l'agriculture, il y a beaucoup d'agribashing aujourd'hui, facilité par le fait que quels que soient les secteurs, quelqu'un avec un pseudo derrière un écran peut donner libre cours à toute sa haine, toute sa rancœur, etc., sans rentrer donc dans les sujets. Il faut les comprendre et il ne faut jamais oublier que derrière, autant il est facile de critiquer a fortiori quand on est anonyme, derrière un écran et protégé par un pseudo, il ne faut jamais oublier malgré tout que derrière les personnes que l'on critique, les entreprises que l'on critique, il y a des hommes et des femmes qui aiment leur métier, qui vivent de leur métier et qui derrière font vivre et l'économie et les territoires. Et vis-à-vis de ces personnes-là, je crois que le moindre des choses que l'on doit avoir, c'est de les respecter, et de les respecter très fortement. Très bien, merci beaucoup Grégoire Dublino. Les 15 minutes sont écoutées, mais je vous invite à rester avec nous pour la suite du débat. Merci. On fait une petite pause musicale de quelques secondes. Emmanuel, après je démarre avec vous.
Philippe, tu baisses la musique. Vous avez remarqué, j'ai dit un deuxième mandat, pas un second. Philippe, on y retourne. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je suis toujours en compagnie de Grégoire Dublineau, maire sortant à Aubonne et candidat investi par les Républicains pour un deuxième mandat aux prochaines élections municipales 2020. Emmanuel Michael, également candidat à ces élections municipales 2020 pour Saint-Gratien et tête de liste pour le MoDem. Gilles Lemaire, délégué général de France Chimie. Anthony Martinez, que on ne voit pas encore sur ma vidéo parce que je ne peux pas filmer à l'horizontale. Anthony Martinez, cofondateur et président d'Illico, et Franco Manfré, directeur général délégué chez Calixia. Et alors, je continue mon interview de candidat avec Emmanuel Michael. Emmanuel, merci également d'être parmi nous ce matin. Merci à vous pour l'invitation. Donc voilà, j'ai rappelé que vous étiez candidat pour Saint-Gratien, investi MoDem, dont vous êtes le président dans le Val d'Oise depuis 2018. Vous avez 33 ans et vous êtes responsable d'un service à la Caisse d'assurance familiale du Val d'Oise. Est-ce que c'est la première fois que vous vous présentez aux élections municipales, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est ma première élection municipale en tant que candidat tête de liste. Et donc, pourquoi être candidat à ces élections cette année? Alors, tout d'abord, puisque lorsque j'ai dressé un constat de la ville de Saint-Gratien où je réside avec mon épouse, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un contraste entre les différents quartiers de la ville. On avait une population qui était en sorte de confrontation, en fait, les quartiers contre certains quartiers, le cœur de ville contre certains quartiers qui ne sont pas suffisamment mis en avant, qui ne sont pas suffisamment connus. Et c'est ce qui est vraiment dommage, puisque je pense que la population, comme le disait Grégoire tout à l'heure, on a besoin d'avoir du lien entre les gens, du lien entre les personnes, du lien entre leurs élus et les habitants des villes. On l'a constaté, et au fur et à mesure du temps, puisqu'on est entré en campagne, et que c'est dans notre naturel également d'être engagé pour les gens, on était à leur rencontre. Et lorsqu'on leur parlait, on avait systématiquement le même son de cloche qui disait on a des élus qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit pas suffisamment, qui ne sont pas assez sur le terrain, qui ne sont pas assez à l'écoute de nos préoccupations. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles on est parti, nous, dans cette aventure municipale, qui est avant tout une aventure humaine, à mon sens. Je comprends. Alors, vous êtes bénévole également pour le Secours catholique de Saint-Gratien, également bénévole pour l'œuvre d'Orient qui vient en aide aux minorités chrétiennes du Moyen-Orient, fondateur du groupe de réflexion Le Club des humanistes du Val d'Oise et fondateur du collectif citoyen Vivons Saint-Gratien. Donc, si tous ces engagements sont vraiment très louables, si vous êtes élu, comment répartirez-vous votre temps à travers toutes ces activités? Je pense avoir lancé suffisamment de projets au travers des différentes structures associatives que vous avez citées pour pouvoir justement continuer à le faire et peut-être même laisser un peu plus la main à certaines personnes qui pourront reprendre derrière moi ces activités-là. Ensuite, je pense que tout est complémentaire. C'est que moi, je ne mets pas d'une part
l'engagement associatif et de l'autre un engagement politique. Je pense que pour que l'on reste connecté avec la réalité, d'une certaine façon, c'est très positif d'avoir un engagement professionnel tout d'abord, pour rester en phase avec les réalités du travail, et également donc l'engagement associatif, surtout dans les aspects d'accompagnement des personnes en situation de précarité, comme ce que je fais aujourd'hui. Ça me permet d'avoir un regard différent par rapport à la politique. Et de continuer la politique, ça me permet d'être dans une sorte de travail d'osmose en fait, de ma personne, pour avoir les tenants et les aboutissants des différentes choses que j'entreprends. C'est quelque chose de très important pour moi et ça m'apporte une certaine stabilité aussi dans les différentes missions que j'ai. De la hauteur sur le plan professionnel, de la hauteur sur le plan associatif, et également du concret pour la mission politique que je souhaite mener pour la ville de Saint-Gratien. Alors, si vous avez des reproches à faire à l'équipe en place, quels sont-ils ? Alors, il y a plusieurs, c'est pas des reproches en tant que tel vis-à-vis des personnes, c'est plus globalement sur la ville et la gestion de la ville. On est pour moi, on arrive sur la fin d'un cycle de gestion municipale, puisqu'on a une équipe municipale qui est en place depuis près de 37 ans pour certains. Et on sent qu'on arrive au bout d'un souffle, enfin à bout de souffle et à bout de cette gestion-là. Ce que je reproche, c'est pas vraiment un reproche, mais ce que je peux amener pour cette ville, c'est peut-être un regard neuf sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir pour la ville, notamment sur le plan, ça m'a amené à parler des orientations que je souhaite mener pour la ville de Saint-Gratien. On a décidé avec l'équipe de travailler sur 5 grandes orientations qui vont nous permettre de revoir la ville et de dresser en fait une perspective pour cette ville sur les 6 prochaines années. La première chose que l'on souhaite faire, c'est tout d'abord la sécurité. On a vu qu'il y avait une dégradation de la sécurité et du sentiment de tranquillité dans cette ville de Saint-Gratien. Donc nous, on a des propositions qui vont être fortes pour pouvoir faire en sorte que les habitants se sentent en sécurité et une vie plus tranquille et puissent bénéficier d'un cadre de vie agréable. Est-ce que je vous cite les propositions ? Oui, je veux bien que vous me citiez vos propositions, oui. Je vais vous donner les 2 premières propositions qu'on a fait émerger. Donc la première, c'est de mettre en place une police municipale de nuit, donc oui. de modifier un petit peu le fonctionnement de la police municipale pour permettre une présence en continu sur la ville. La seconde chose, c'est de redéployer les médiateurs sociaux pour lutter contre les incivilités qui sont en cours dans la ville. Et justement, recréer du lien en fait. C'est vraiment ce lien, je pense, qui a été rompu entre les différents acteurs de la sécurité sur la ville avec les habitants. La deuxième orientation, c'est quelque chose qui bien sûr est très important pour nous, c'est l'environnement. Oui. L'environnement, on a la chance dans notre région Île-de-France d'avoir des choses qui sont faites par la région et qui sont des outils très importants qui vont nous permettre de développer notamment un plan de mobilité vélo. Grégoire en parlait tout à l'heure, vous en parliez également. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, on va accompagner les différents outils qui sont donnés par la région, notamment donc, en créant un parking sécurisé pour vélo à la gare de Saint-Gratien, c'est le cas au Bonne, et en mettant également, donc, en accompagnant les démarches pour la location de vélos longue durée, mais également donc, la prime qui est de 500 € mise en place par la région. Donc vraiment faciliter ces démarches-là en mairie pour pouvoir donner l'envie et communiquer dessus pour que les personnes soient au courant de ce qui se passe. Nous, ça va être notre rôle en tant que collectivité théâtrale, donc de passer les messages quand les choses sont positives au niveau régional, autant justement travailler de concert pour qu'on puisse présenter une offre globale aux habitants de la ville. Oui, alors moi j'ai un des thèmes phares, et vous l'avez cité, c'est cette démocratie participative. Est-ce que c'est le RIC qui vous a inspiré ? Alors c'est pas le RIC en tant que tel qui m'a inspiré, mais par contre j'ai toujours été un grand défenseur de la démocratie. Et quand j'arrive à Saint-Gratien et que je vois qu'il y a 48% des personnes qui n'ont pas voté aux dernières élections municipales, ça m'interpelle. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Alors effectivement, quand on arrive au bout d'un cycle et que c'est une gestion de presque 37 ans, et on se dit pourquoi aller voter, ce sera toujours les mêmes qui vont être en place. Sauf qu'aujourd'hui, notre démarche, elle a été de dire... Vous pensez que le problème, il est vraiment là ? Je pense qu'il y a une réalité derrière tout ça, c'est que les gens n'ont pas le sentiment que ça peut changer. Et si les gens se désintéressent de la politique, c'est parce qu'il y a aussi un manque de représentativité pour eux. Ils ne se reconnaissent pas dans leurs élus. Et c'est une question qui est très importante pour moi. C'est une des raisons,
des constats qui m'a permis justement de De m'investir. vouloir vous investir. Tout à fait. Ouais, ouais. Et même si mon parcours initialement c'est plus un parcours associatif, je me suis dit que si on veut du changement structurel, il faut absolument passer par la politique. Alors, le conseil municipal, on le sait, c'est un lieu de délibération, mais tout le monde peut y assister, mais tout le monde n'a pas forcément la parole. Si vous souhaitez changer les règles, est-ce qu'il ne faudra pas rédiger une charte établissant justement des règles de fonctionnement de séance? Oui, tout à fait. Pour revenir sur le plan vraiment de la démocratie participative, nous, ce qu'on a souhaité faire lorsqu'on a rédigé ce programme, c'est de consulter les habitants. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a mis en place un questionnaire en ligne sur lequel les habitants de la ville étaient amenés à s'exprimer, donner leur avis, parler de leurs préoccupations. Au travers de ça... Et vous avez eu beaucoup de réponses? Tout à fait, on a eu plus de 500 réponses sur le questionnaire. Et à la suite de ça, on a mis en place des réunions de travail concernant les différentes thématiques qui concernent la ville. Et une dizaine de groupes de travail donc, qui ont été suivis, entre une quinzaine de personnes par groupe de travail. Et au fur et à mesure du temps, on en est arrivé justement à élaborer ce programme collaboratif. Donc c'était pas... Moi, ce que je dis souvent quand je suis avec les personnes à leur rencontre, c'est si votre idée elle est meilleure que la mienne, je prends la vôtre. D'accord. Parce que pour moi, c'est important de donner... Pas de diktat. Non, pas du tout. Parce que j'ai la chance dans mon équipe d'avoir des personnes qui sont des élus municipaux sortants, d'autres qui n'ont jamais fait de politique auparavant, donc il y a un regard qui est complètement différent, des responsables associatifs, des personnes de tous les quartiers, de tous les âges et de toute expérience professionnelle. Et ça me permet aussi de faire le lien entre les entreprises, le fonctionnement d'entreprise et le fonctionnement pour les élus. Pour moi, c'est super important de pouvoir faire des passerelles entre les deux. Et ça permet justement de confronter une différente vision de la société, mais qui pour moi sont nécessaires pour qu'on avance. Alors à Saint-Gratien, il y a également plusieurs listes. Si pour gagner, il faut faire des alliances, y avez-vous réfléchi? J'ai pas forcément réfléchi à la question. Pour moi, on a un projet à défendre, on a quelque chose qu'on a créé de façon sérieuse et qui nous permettra, je pense, de faire un bon score, au moins d'avoir suscité l'intérêt des habitants. C'est ça qui est important. On le voit sur le terrain. Nous, on est mobilisés depuis le mois d'octobre sur le terrain. Donc, on est vraiment à la rencontre des habitants de la ville et on est identifié. On fait pas c'est pas une candidature de témoignage qu'on fait. C'est ça. C'est vraiment un travail de fond qui a été mené et un travail pour les habitants. Donc, je pense qu'ils le reconnaîtront. Alors, je voulais poser la question à Grégoire Dublino. Je ne vais pas poser, je vous la pose, Emmanuel Michael. Si moi, graciennoise demain, je dois voter, pourquoi voterais-je pour vous? Parce que je suis à votre rencontre et j'ai toujours été disponible. Et les projets que l'on veut mener sur Saint-Gratien, ce n'est pas des projets pour l'instant T, c'est des projets pour notre avenir à Saint-Gratien. On va penser à nos enfants, on va penser à notre vie de demain, et on va faire en sorte que demain Saint-Gratien, ça ne soit pas une ville parmi d'autres, mais qu'on puisse vraiment exprimer ses talents et développer ces talents, les mettre en avant et donner l'envie aux personnes qui sont autour de Saint-Gratien de s'y arrêter et de la rendre la plus attractive possible. Elle en a toutes les qualités pour, elle a le potentiel pour, mais aujourd'hui c'est un potentiel qui est largement sous-évalué et sous-utilisé. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Michael d'être avec nous ce matin pour avoir exprimé votre programme. Je vous invite également à rester avec nous et vos éclairages seront les bienvenus si vous souhaitez intervenir. On fait 2 secondes de musique. Oui, alors moi j'ai... 2 secondes ou un morceau? Non. 2 Quoi, secondes. Pas un morceau. Bah alors vas-y. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je recevais donc Grégoire Dublino, maire sortant à Aubonne et candidat investi par les Républicains pour un second mandat aux prochaines élections municipales. Emmanuel Michael, également candidat à ces élections municipales 2020 pour Saint-Gratien, tête de liste pour le MoDem. Gilles Lemaire, délégué général de Franchimie. Anthony Martinez, cofondateur, président d'Illico. Et Franco Manfray, directeur général délégué chez Calixia. Alors, je voudrais donner la parole tout de suite à Gilles Lemaire. Gilles, merci d'être revenu cette année pour nous parler du village de la chimie. J'en suis ravie. Merci Jacqueline de nous recevoir à nouveau. Eh bien non, je sais que vous avez fait une belle campagne pour ce village de la chimie, dont c'est la 17e édition. Un événement qui est soutenu par le MEDEF Île-de-France et Franchimie, et afin de permettre aux jeunes de découvrir que la chimie offre une grande diversité de métiers riches d'avenir. Alors, que représente aujourd'hui la chimie en Île-de-France?
En quelques mots, je veux rappeler effectivement que la chimie de France pèse un quart de la chimie en France. En termes d'emploi, cela représente un peu plus de 50 000 salariés. De même, je veux signaler que cette industrie chimique est implantée plus particulièrement dans 2 départements, les Hauts-de-Seine et Paris Intramuros. Oui. Elle compte, cette chimie, 20 à 25% de poids lourds et 75 à 80% de PME. Au-delà, sur le plan de l'activité, je veux préciser qu'au-delà de la présence des sièges et des labos, les principales activités de la chimie francilienne sont la cosmétique, bien sûr, le commerce de gros de produits chimiques, les gaz industriels et, comme toute grande agglomération, le traitement des déchets spéciaux. Oui, qu'on voit de plus en plus. Tout à fait. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de l'emploi de la chimie en Île-de-France? Alors, je dirais en quelques mots que l'emploi dans la chimie de France est durable, qualifié, à temps plein et très majoritairement féminin. C'est important de le préciser. Tout à fait, c'est tout à fait important. On est une industrie qui emploie certainement un taux de femmes en Île-de-France le plus important. Quelques chiffres. 95% des salariés travaillent à temps plein. 84% des salariés ont un bac plus 2 et plus. Et plus de 95% des collaborateurs sont en CDI. Dernier point important à propos de l'emploi des femmes, il faut savoir que 61% des salariés en Île-de-France, en chimie de France, sont des femmes, dont 70% des ingénieurs et cadres. Très bien, bah écoutez, moi j'en suis ravie parce que l'année dernière nous l'avions évoqué et malgré tout la chimie n'est pas un secteur où les jeunes filles vont d'emblée. Alors est-ce qu'avec ce village de la chimie, vous avez constaté depuis 1 an que plus de jeunes filles se sont dirigées vers ce secteur? Alors, effectivement, les taux que je vous indique, les taux d'emploi féminins que je vous indique vous surprennent. Mais je vais vous dire que depuis déjà plusieurs années, ce mouvement ou cet intérêt des jeunes femmes et des jeunes filles pour l'industrie chimique est amorcé. C'est ça. Les femmes qui font des carrières scientifiques, des bac plus 2, oui. des formations scientifiques, pardonnez-moi, des bac plus 2, sont attirées notamment par les labos, le marketing, la publicité, bien sûr, le cosmétique, la cosmétique bien sûr, où on a un taux de féminisation très important, et je dirais à tous les niveaux. Je veux signaler un point important, quand je vous parle de l'emploi des femmes, encore une fois, sur cet emploi des 61%, je veux insister sur 70% d'ingénieurs et cadres. Oui, c'est ça, ce qui est quand même important. très important à signaler. Alors, est-ce que la France occupe toujours la 2e place dans le secteur de la chimie en Europe et la 6e place au niveau mondial? Parfaitement. Absolument. Parfaitement. Je veux même ajouter que sur le plan national et même en Île-de-France, l'industrie chimique contribue très positivement à la balance commerciale. Chaque année, il faut le rappeler, la balance commerciale de l'industrie chimique est largement excédentaire de plusieurs milliards. Alors, le village de la chimie, c'est un vrai rendez-vous pour les jeunes et je crois que vous souhaitez vraiment nous parler davantage de l'apprentissage, Gilles Lemaire. Oui, alors effectivement... Enfin, dans la chimie en tout cas. Tout à fait. Alors effectivement, l'apprentissage est un élément majeur du village de la chimie et je veux rappeler qu'il y a 17 ans, nous avons, avec une poignée d'industriels, décidé de lancer le village de la chimie pour faire connaître bien sûr les métiers qui sont mal connus, sont mal connus et qui méritent d'être connus, puisque ces métiers, encore une fois, sont très larges, sont très divers, très dynamiques. Mais également, on voulait, il y a effectivement 17 ans environ, développer l'apprentissage. Sachant que dans notre secteur d'activité, nous sommes arrivés à l'apprentissage un peu plus tard que d'autres branches d'activité, et je pense à nos amis de la métallurgie
ou du bâtiment. Oui, bien sûr. En tout état de cause, on a bien progressé, Oui. mais nous avons encore des Vous marges de devez progrès. encore voilà, Et progresser. sur ce plan, je veux souligner que notre président de notre fédération, Luc Benoît Catin, qui interviendra demain au village de la chimie, annoncera, et nous en sommes très heureux, annoncera l'objectif de progression de 30% de l'apprentissage en 4 ans dans notre branche d'activité. Ça, c'est un enjeu fort et on peut y arriver. Très bien, bah, écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Gilles Lemaire, j'aurais d'autres questions à vous poser. Je voudrais donner la parole maintenant à Anthony Martinez. Donc Anthony, vous aviez eu la gentillesse de venir également en septembre pour nous parler de votre dotation Green Tech, c'est ça? Tout à fait. Alors rappelez-nous la mission d'Illico. Alors la vision de Gélico, on en a parlé dans ce bar de l'économie avec les différents interlocuteurs, c'est d'aller vers un monde plus sûr. Et pour ça, on a réinventé la manière de gérer les contrôles et la conformité des industries et des établissements. Chaque industriel et chaque établissement doit faire face à des obligations réglementaires pour assurer à la fois la sécurité et la protection de l'environnement. Et pour naviguer dans tout cet univers réglementaire, on a développé une technologie qui permet de simplifier cette gestion-là et au final de gagner du temps pour nos clients, pour les établissements et pour les industriels. Alors expliquez-nous comment vous procédez. Alors, Rapidement bien sûr. Mais, unique puisqu'on a développé notre propre langage informatique qui s'appelle le RegCode et qui nous a permis de coder la complexité réglementaire pour permettre à nos clients de pouvoir gérer de manière simple, fiable et intuitive les contrôles et les inspections sur les établissements et d'avoir en un clin d'œil l'état de conformité de son site industriel ou de son établissement. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui puisque la sécurité est très importante et notamment dans le secteur de la chimie aussi. Alors depuis notre dernière rencontre en septembre, il y a eu une évolution chez Illico? Tout à fait, on sort la dernière version de notre logiciel qui va être mise en production le 15 mars avec une interface beaucoup plus intuitive, avec un périmètre réglementaire qui s'adapte à toute typologie d'établissement ou d'industrie. Donc c'est un gros travail de la part de l'équipe et aujourd'hui je voulais les féliciter pour ça, j'en suis très très fier. Très fier. Alors est-ce que Illico est toujours une start-up ou vous envisagez de passer à un stade supérieur? Ouais, comme on dit, on vaut mieux up que start, vaut mieux être up que start, mais oui, effectivement, on est toujours en mode agile, on essaie d'aller très vite et de s'adapter aux besoins de nos clients en permanence. D'accord. Alors, nous avons parlé des femmes dans la chimie avec Gilles Lemaire. Est-ce que la parité est respectée chez Illico? Pas tout à fait, on a encore un peu de mal avec ça. On a principalement des équipes informatiques, de développeurs, et on essaye bien sûr de faire augmenter notre taux pour être équilibré. Très bien. Alors demain, vous serez présent au village de la chimie. C'est un rendez-vous incontournable pour vous? C'est un rendez-vous incontournable. Je suis ravi d'y participer avec l'équipe pour la 3e fois. On est aux côtés de France Chimie Île-de-France depuis les débuts. Et puis on est là aussi pour représenter la diversité des métiers de la chimie. La chimie, ce n'est pas que des laboratoires, c'est aussi de l'industrie, c'est aussi des métiers de service autour de cette industrie. On est là pour le représenter. Et puis en plus, je crois fondamentalement en une chose, c'est que la réussite d'une entreprise est composée de 3 raisons. C'est les talents et les talents. Je sais que vous avez un credo, Anthony, c'est foncer, foncer, foncer. Donc on est très engagé pour l'emploi, l'apprentissage des jeunes et pas que. Très bien. Merci beaucoup, Anthony. On fait une petite pause musicale et on retrouve Franco Manfray juste après. Alors je te disais que je savais pas que tu devais venir. Je vais D'accord. parce que comment Parce que je lui ai dit lundi, quand je vois jeudi de meilleur, ce que je dis, c'est pour moi, c'est Jackie. Je suis beaucoup avocat, pas de problème. Oui, mais du coup, mais c'est parce que quand on a demain, voilà. Donc, c'est quoi ta recette? Je vais te demander ce que Oui. Voilà. On te voit demain soir. La dernière
demain soir. Tu viens demain soir? Oui. Et à l'AG aussi? Je vais essayer de venir. C'est 19h, non? 18h30 l'AG? Il faut que je revérifie. Ça va au centre. Radio IDFM, le bar de l'économie. L'émission se poursuit toujours avec mes 5 invités. Grégoire Dublino, j'ai du mal à dire Grégoire, hein. Maire sortant à Aubonne et candidat investi par les Républicains pour un deuxième mandat aux prochaines élections municipales. Emmanuel Michael, également candidat à ces élections municipales 2020 pour Saint-Gratien, tête de liste pour le MoDem. Gilles Lemaire, délégué général de Franchimie. Anthony Martinez, cofondateur d'Illico, cofondateur et président d'Illico, et Franco Manfré, directeur général délégué chez Calixia. Alors, Franco Manfré, donc merci d'être parmi nous ce matin. Calixia est donc une start-up qui a été créée en 2015 et qui est née d'un partenariat. Vous pouvez nous rappeler ce partenariat? En fait, au départ, c'est une collaboration au sein de SPCI Paris, Oui. Harvard, et puis un grand industriel, donc pétrolier au départ, qui cherchait une solution pour protéger un ingrédient dans des conditions extrêmes d'utilisation. Et donc, il a demandé effectivement le soutien d'une équipe de jeunes universitaires, donc des jeunes docteurs, en postdoc plutôt, Oui. qui ont donc trouvé une solution effectivement technique et scientifique qui a permis effectivement d'élaborer une technologie nouvelle de micro-encapsulation, donc qui protège cet ingrédient de l'environnement. Et quand on s'est rendu compte de la performance qui était apportée pour cette technologie, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller bien au-delà de cette première réponse à la problématique de cet acteur, puisqu'en fait, il y a plein de produits formulés aujourd'hui dans notre quotidien qui font appel à la micro-encapsulation, mais qui ont quelques limitations en termes de conditions. Et par cette technologie, effectivement, on ouvre plein de portes. Nous savons que Calixia, donc le Beyond Chemistry, qui poussait les frontières de la chimie. Et donc Calixia est né de cet résultat, effectivement, en 2015. Et aujourd'hui, donc, au départ, on était 4 personnes. Je suis arrivé, il y avait 4 personnes, et aujourd'hui, on sommes une vingtaine grâce à cette évolution. Alors, cette innovation, c'est la micro-encapsulation. Alors, expliquez-nous ce que c'est que la micro-encapsulation. J'étais sûr que la question allait tomber. Ah bah oui, forcément. Donc, la micro-encapsulation, en fait, c'est une technique qui permet, en fait, déjà depuis 40 ans, de prendre un ingrédient, de le protéger de son environnement par les capsules. Donc, c'est plutôt du taille de micron. Ah, ça existait donc. Déjà, sauf oui. que la technologie actuelle a quelques limites qui sont d'une part une absence de protection complète, en fait, et de la porosité qui fait que l'ingrédient n'est pas complètement protégé. Oui. Ou alors, si effectivement on peut faire cette performance, on a un problème plutôt de matériau qui est soit d'origine un petit peu toxique ou source de microplastique. D'accord. Donc il y a vraiment une contrainte environnementale qui apparaît. Et Calixia aujourd'hui est en capacité d'avoir une technologie qui permet non seulement d'avoir une protection complète de l'ingrédient, si besoin on peut aussi avoir de la porosité, donc on peut vraiment moduler ce niveau de protection. Et à côté de cela, on a des capsules qui sont non toxiques et également biodégradables. Donc D'accord. on a aussi une réponse extrêmement importante Pour l'environnement. Pour l'environnement.
D'accord. Alors vous avez rejoint Calixia en 2016. Vous êtes ingénieur, vous avez un doctorat en chimie organique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint justement Calixia? J'aurais placé dans le confort d'une grande structure. Les grandes structures ont plein d'avantages. Oui. On peut pousser les projets, on a beaucoup de moyens. Je t'arrive à ça, je me suis dit peut-être que je peux rapporter un petit peu plus aussi dans une structure plus petite, avec beaucoup d'innovation et beaucoup d'agilité. L'agilité et l'audace, je pense que c'est quelque chose qui font partie des gènes d'une start-up deep tech comme Calixia. Je me suis dit, bon, j'arrive à un âge post-50 ans, on peut peut-être apporter quelque chose à des jeunes talents, mais qui n'ont pas nécessairement le concept de structuration d'une entreprise. Et du coup, je suis rentré dans cette aventure, le projet m'a plu, et on travaille très très bonne intelligence, et en fait, effectivement, c'est un plein épanouissement pour aussi. Vous êtes heureux. Alors là, donc j'ai dit que la start-up a été créée en 2015. Il a fallu combien de temps pour mettre au point cette micro-encapsulation? En fait, c'est toujours vivant, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des travaux effectivement qui ont été faits en amont au niveau des postdocs, donc ça a duré 2-3 ans, pour vous dire. Après, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a monté la structure, en fonction des besoins des clients, on augmente toujours plus les performances de nos capsules. Et l'autre point, c'est qu'en fait, on passe aujourd'hui du stade de laboratoire à un outil industriel. C'est l'autre point aussi qui m'a motivé, c'est d'avoir aussi cette envie de remettre de l'industrie en France. D'accord. J'ai aussi vécu avec les grands groupes, on a connu cette aventure où il fallait, entre guillemets, fermer les sites. Là, on a une technologie qui permet de réindustrialiser. Donc aujourd'hui, on a un projet effectivement de mettre en place notre premier outil de production dans le Val-de-Marne sur la deuxième partie de l'année. Donc on a travaillé avec des partenaires externes. Donc voilà, donc on a vraiment toute la chaîne de valeur qui est dans nos mains, de la technologie au labo jusqu'au produit industriel. Alors, vous avez bien sûr un département recherche et développement. J'ai pu voir que vous aviez investi 1 million d'euros en 2018. Est-ce que vous avez procédé à des levées de fonds? Évidemment, c'est un petit peu inévitable. Oui, c'est l'ère de la guerre. Et aussi, l'intérêt, c'est que c'est toujours très structurant. Lorsqu'on doit vendre notre technologie, on a effectivement montré que le projet a du sens. On a pu avoir ainsi 2 levées de fonds avec des business angels. On en a fait une en 2017 et une en 2019. On a aussi comme déjà des clients qui nous permettent aussi de nous financer. D'accord. Et à côté de ça, on a aussi un soutien important aussi de la BPI, qui effectivement est fortement engagé dans tout ce qui est Big Tech. Et la région Île-de-France qui nous soutient aussi. On a été lauréat de PME en 2017 et fin 2019, on peut l'après en début d'année, au mois de janvier, on est aussi donc lauréat Innove. Donc la région Île-de-France nous accompagne aussi pour ce projet. Parce qu'en fait, vos clients, ce sont surtout des multinationales, c'est ça? En fait, on s'est dit, si on veut assez rapidement apporter une solution, travailler pour des grands groupes, ça a du sens. Donc, on est plutôt dans les top 5 des différents domaines que l'on adresse. Et encore une fois, je pense que c'est important de ne pas mettre en opposition les startups et les grands groupes. Je pense qu'il y a vraiment une vraie belle synergie qu'il faut faire ensemble. Personnellement, ayant connu aussi le monde des grandes entreprises, je sais très bien quelles sont les problématiques qu'on peut avoir. Oui, vous pouvez faire le lien. Donc, voilà, donc, du coup, on travaille ensemble. Et par les grands groupes, on a les moyens pour rapidement pouvoir avancer. Très bien. Merci Franco Manfray. J'aurais d'autres questions aussi à vous poser. Là, on va faire une petite pause. C'est de la chimie finalement, puisque nous avons Bruno Vigoureux qui vient nous présenter sa recette de cuisine aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai, c'est un peu de la chimie, la cuisine. La mousse au chocolat, c'est... Là, c'est autre chose que je vais vous présenter. Je vais vous proposer une jolie recette savoureuse que j'ai trouvée dans un des nombreux livres qui sont dans ma bibliothèque, des livres de cuisine. Là, c'est la cuisine de mon bistrot du chef Cyril Lignac aux éditions Hachette. C'est un plat tout en douceur, très simple. Il s'agit d'une blanquette de saumon à la moutarde à l'ancienne. Et oui, pourquoi pas. Nous partons sur une recette pour 4 personnes. Il faut prévoir une quinzaine de minutes de préparation et environ 45 minutes de cuisson. Alors, il vous faut 500 g de saumon, sans peau ni arête. Ça, vous pouvez demander sans problème à votre poissonnier, il le fera. 40 g de pâtisson vert, 40 g de pâtisson jaune, vous pouvez aussi en prendre un seul. 2 carottes, quelques oignons grelots, 50 g d'haricots verts, 50 g de chou-fleur. Moi, j'avais remplacé le chou par des champignons de Paris. 25 centilitres de fond blanc ou de bouillon de volaille, 15 g de beurre, 30 centilitres de crème liquide, 4 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors maintenant, on peut attaquer. Là, vous coupez le saumon en cubes bien réguliers. Vous pelez les pâtissons, les carottes, les oignons. Vous coupez les carottes en petits tronçons, des morceaux de 3-4 cm de long. Vous équeutez les haricots verts. Vous faites cuire tous les légumes séparément
à l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'il soit tendre. Je donne pas de temps de cuisson, parce que c'est vraiment en goûtant qu'on se rend compte si les légumes sont bien cuits. Ensuite, vous les poêlez ensemble avec le fond blanc et le beurre afin de les glacer, comme on dit, c'est-à-dire leur donner un aspect brillant. Dans une petite casserole, vous faites réduire la crème quelques minutes et vous ajoutez la moutarde, puis vous mélangez. Vous faites dorer le saumon dans une poêle, dans de l'huile d'olive, vous salez et poivrez. Vous pouvez servir en cocotte avec les légumes et la sauce moutarde. J'ai fait cette recette il n'y a pas si longtemps et ça marche très bien. Naturellement, qu'est-ce qu'on boit avec, allez-vous me demander? Alors, Jacqueline, je vous propose soit un Touraine blanc, soit un Sancerre rouge assez léger, à boire avec modération, bien évidemment, n'est-ce pas, Philippe? Dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. En tout cas, bon appétit à tous et à bientôt. Merci Bruno. Il est 10h, mais ça y est, on a faim. Bon appétit. Alors. Merci. Bon, je redonne la parole à Gilles Lemaire, qui est délégué général de France Chimie Île-de-France. Alors, demain, c'est donc le salon de la chimie, enfin le village de la chimie, qui va se tenir vendredi, demain 28 février et samedi 29 février. Comment se présente cette 17e édition, Gilles? Eh bien, je dirais bien. Oui. Pour être plus précis, on compte aujourd'hui plus de 85 entreprises, écoles, universités, associations qui sont mobilisées pour recevoir les jeunes visiteurs de 3e à Bac+8. Oui. Pour leur parler bien sûr de métiers, de formation, d'emploi, de stage, mais également, et je veux insister, les débats porteront aussi, ça a été un peu évoqué précédemment, mais porteront sur l'avenir, la sécurité, l'environnement, Oui. la chimie verte, le développement durable et l'économie circulaire. Autant d'éléments et de priorités que porte aujourd'hui l'industrie chimique et auxquelles les jeunes générations en quête de sens sont attentifs. Alors aujourd'hui, il y a un risque de pandémie avec le coronavirus. Est-ce que la chimie fait partie de ces secteurs qui risquent d'être bouleversés avec cette... Alors, bien sûr, on est encore dans une phase de prudence. Ce que l'on constate et les premières questions qui nous sont posées, puisque notre métier aussi, c'est d'accompagner les entreprises de la chimie Île-de-France sur un certain nombre de problématiques, dont notamment la question de la gestion du personnel en cas notamment de coronavirus. On a effectivement, pour l'instant, les principales questions se concentrent sur ces collaborateurs qui reviennent des zones qui sont attaquées. Oui. Encore une fois, je l'ai dit, l'industrie chimique est très engagée à l'international. Et donc nous avons effectivement, les entreprises ont effectivement la préoccupation de savoir comment doit-on gérer ces collaborateurs qui reviennent de certaines régions d'Italie, voire de pays d'Asie, dont la Chine. Oui. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a du côté des entreprises une grande maîtrise et surtout ils écartent toute idée de panique. Donc tout ça est bien maîtrisé, mais bien sûr avec des mises en sécurité. Alors les mises en sécurité, on les rappellera, c'est d'abord si on a un doute, si effectivement un collaborateur venait à revenir de l'un de ces pays avec soit de la fièvre, soit encore de la toux, la première recommandation, on la connaît, c'est appeler immédiatement le 15, qui est certainement le service le plus adapté, le plus efficace, qui, en cas de doute, vous le savez, préconisera une mise en quarantaine d'une 12 ou 14 jours environ. En résumé, on a effectivement, on est très attentifs, très vigilants. Oui, surtout que... Nos réponses doivent rester prudentes. L'autre phase qu'on est en train de préparer, c'est évidemment dans l'hypothèse où la pandémie viendrait à se développer en France. Bien Alors sûr. là, évidemment,
ça prendrait une autre proportion, mais nos équipes y sont prêtes. Alors un point d'inquiétude aussi, c'est évidemment sur le plan économique. Hein. Alors bien sûr, on a la priorité, c'est la santé des collaborateurs, mais on a également la problématique de faire fonctionner les entreprises en France et qui dépendent, vous le savez, d'un certain nombre de régions dont l'activité économique est ralentie, est fortement ralentie, Forcément. du fait du coronavirus. Oui. Merci Gilles Lemaire. Grégoire Dublineau, vous souhaitiez intervenir avec ce problème de coronavirus, hein? Oui, effectivement, c'est un vrai sujet qui nous montre aujourd'hui combien il est important de pouvoir, déjà combien les économies sont interdépendantes, deuxièmement combien il est important aussi de pouvoir organiser des luttes contre ces nouveaux fléaux. Ça a des impacts, bien entendu, c'était très justement dit, sur l'économie, sur la santé, sur notre vie au quotidien, et surtout ce que l'on en retient, c'est deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui est complètement globalisé, Oui. il importe de savoir aussi en tirer toutes les conséquences et de se rendre compte aussi, peut-être en deuxième point, combien notre pays est un pays attractif et combien on a la chance d'y faire prévaloir la science beaucoup plus que l'obscurantisme. Et ça, c'est pour nous ô combien indispensable. Et de faire comme Franco Manfrey ou Anthony Martinez, de concentrer les activités en France. Emmanuel, Michael, vous voulez aussi réagir par rapport à ce problème de maladie? Justement, je vais en profiter qu'on ait beaucoup de chimistes autour de la table pour en parler, puisque mon frère est également chimiste, donc ça tombe bien. Comment? C'est le départ. Ouais, c'est ça. Donc oui, il va aller au village de la chimie demain alors. Mais le prof. D'accord. Mais c'est vrai que donc, le sujet du coronavirus, c'est quelque chose de très important en termes de santé publique. Il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour nous. Je pense que, comme le disait Grégoire, il y a le côté de mondialisation, de globalisation qui fait que les personnes et les organismes sont interdépendants les uns des autres. Et aujourd'hui, le plus important, ça va être la santé publique. Mais on n'est pas à l'abri que ce genre de maladie, de virus, se développe. Et justement, ça va être aussi peut-être une occasion pour nous de prendre des dispositions, de nous rendre compte peut-être de certaines failles. De la dépendance. Tout à fait, qu'il y a certaines failles qui existent aujourd'hui. Et comment est-ce que pour les cas qui pourraient se présenter à l'avenir, on puisse mettre en place certaines choses qui vont éviter peut-être que se propagent les épidémies. C'est sûr. Très bien. Merci Emmanuel, Michael. Anthony Martinez, donc vous êtes, je rappelle, vous serez demain au village de la chimie. Il y a plusieurs ateliers et conférences qui vont qui vont avoir lieu pendant ce village. Est-ce que vous-même, vous allez participer à ces ateliers ou conférences? Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, on est engagé aux côtés de France Chimie de France depuis les débuts et ces conférences, c'est un moment d'échange particulier et singulier avec tous les visiteurs du salon, des visiteurs de tout âge qui vont de la 3e jusqu'au doctorat Bac+8. Et dans ces ateliers, alors il y en a différents, mais on va y parler de comment se faire recruter, quelles sont les bonnes pratiques. Et on va pouvoir donner des tips, des conseils à tous ces talents en recherche d'emploi, d'apprentissage et de carrière. J'ai pu lire que justement pour l'apprentissage, vous allez donner des conseils sur tout ce qu'on n'ose pas demander. Alors qu'est-ce qu'on n'ose pas demander par exemple? C'est surtout ce qu'on n'ose pas demander. Oui, pour l'apprentissage, quand les apprentis se présentent dans une entreprise, apparemment, il y a un atelier qui est prévu pour tout ce qu'on n'ose pas demander quand on est apprenti. Alors là, je sais pas. Je vous pose une colle. D'accord. Une colle. Après, moi, je suis moi-même. J'ai fait de l'apprentissage aussi. Donc, l'apprentissage, c'est une formation vraiment qui est assez complète, je trouve, parce qu'elle permet à la fois de mettre en pratique tout de suite les enseignements théoriques sur le terrain et de le combiner à une expérience terrain forte. Donc voilà, on peut aller très très loin aussi avec de l'apprentissage. C'est sûr. Est-ce que vous avez des offres d'emploi à proposer, Anthony, aujourd'hui? Oui, surtout. Alors allez-y. Ce début d'année, donc on est en recherche de beaucoup de talents puisqu'on va doubler nos effectifs. Donc ça va vous faire passer à combien? On va passer à une vingtaine de personnes. D'accord. Et ça nous permet du coup de recruter de nouveaux
développeurs informatiques, on recherche aussi dans le secteur du marketing, de la communication, et puis on recherche des ingénieurs industriels qui vont être capables de nous accompagner pour déployer notre solution sur nos clients grands comptes qui utilisent la solution Illico pour gérer la conformité de leurs usines. Alors, que faut-il faire pour vous contacter? Pour nous contacter, il faut aller directement sur notre site internet. On a un espace dédié, comme Oui. je disais. Donc, on peut candidater directement en ligne. Il y a les offres de poste. Il y a aussi le détail de tout ce qu'on propose. Et puis surtout, vous y trouverez aussi la mission d'Illico, le sens et les valeurs que l'on partage. Très bien, je vous remercie. Gilles Lemaire, vous souhaitiez réagir par rapport peut-être à la question que j'ai posée à Anthony? Oui, parfaitement sur cette question d'embauche, d'emploi. L'exemple d'Anthony ou de Franco est un bon exemple, mais je veux insister. La chimie embauche, recrute, Oui. à tous les niveaux de formation et dans toutes les fonctions. Et je veux les décliner, le commercial, la logistique, la recherche et le développement. Non, c'est un secteur d'avenir et c'est surtout un secteur qui a des réponses très importantes sur la transition énergétique et climatique. Ça, c'est un point très important à signaler aux jeunes qui sont mobilisés à juste titre sur cette question, sur ces questions cruciales qui percutent, qui concernent directement leur génération. Et comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est un secteur qui offre facilement des CDI. Hein, c'est important. Beaucoup de CDI, alors beaucoup de CDI bien sûr, mais je veux aussi rappeler notre ambition de développer l'apprentissage, Oui. sans oublier évidemment les nombreux stages que les entreprises sont en capacité de proposer. Donc demain, effectivement, demain et après-demain, samedi, les jeunes ne seront pas déçus, pourront, bien sûr, au-delà des échanges nécessaires qu'évoquait Anthony, qu'évoque Franco, pourront échanger sur les métiers, l'avenir, etc. Mais plus concrètement, parler de job, d'emploi, de stage et j'espère surtout d'apprentissage. Merci Gilles Lemaire. Alors je me retourne maintenant vers Franco Manfrey. Franco, vous serez également présent donc, à ce village de la chimie. C'est la première fois? Non, c'est la troisième fois. En fait. Troisième fois, d'accord. C'est toujours effectivement très, très enrichissant de parler. Oui. Vous allez aussi participer à des ateliers ou des conférences? Oui, puis je suis aussi une table ronde, effectivement, sur la partie recrutement, quels sont les pièges pour lesquels le jeune candidat ne doit pas trop tomber, ou les comportements, effectivement, qu'il faut peut-être éviter, ce qu'on peut effectivement avoir. D'accord. Alors j'ai pu lire dans dans le document que vous m'avez envoyé, vous aviez besoin d'un soutien justement dans la mise en conformité. Alors est-ce que vous avez pris contact avec Illico? Bon, on a pris contact de principe. Après, justement, dans les prochaines étapes, c'est sûr qu'on va avancer. Vous connaissiez avant? Oui, on se connaît oui. justement grâce à Gilles Lemaire et France Chimie de France. C'est certain que pour une start-up, il faut se mettre en conformité. Par contre, il faut que l'on puisse mettre à un niveau qui va être extrêmement lourd au départ. Bien sûr. Et donc, c'est effectivement tout l'intérêt de cette approche de pouvoir se mettre à un bon niveau pour accompagner notre croissance. Vous avez des offres d'emploi à proposer, je crois. Alors, on vient de finir le recrutement de trois recrutements, donc féminins. Donc, effectivement, nous, on ne respecte pas la parité. Ah, bravo. On a plus de jeunes femmes que genre, entre guillemets, sexe fort dans l'équipe. On doit être environ 60% de femmes. Oui. Donc, on ne respecte pas la parité, pour être très clair. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Très bien. Et effectivement, les prochaines étapes pour nous, avec la mise en place de l'outil de production, c'est effectivement de recruter des opérateurs. Et cette partie-là, effectivement, est pour nous la plus compliquée. Recruter un ingénieur, un docteur, je ne dis pas que c'est facile, il faut quand même effectivement y arriver, mais on a quand même un panel de profils intéressants, on a beaucoup de talent en France, donc on y arrive. Pour les opérateurs, c'est beaucoup plus compliqué, parce que je pense qu'à un moment, on n'a pas trop encouragé de cette formation. Oui. Et aujourd'hui, proposer à un opérateur qui a un certain confort dans une grosse boîte de venir dans une start-up, c'est aussi un vrai challenge. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Bon, j'ai pu lire aussi que, comme Anthony Martinez, vous encouragez l'audace. Oui, l'audace, l'initiative, le travail d'équipe et aussi le droit à l'erreur. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut effectivement le reconnaître et ensuite faire ce qu'il faut pour aller plus loin. Très bien, mais écoutez, notre émission va se terminer. Alors j'en profite pour redonner la parole à chacun pour quelques mots de conclusion. Gilles Lemaire, quelques mots de conclusion avant de nous quitter. Quelques mots de conclusion, eh bien je dirais oui,
Le village est un outil, le village de la chimie est un outil précieux pour tous les jeunes, et je dirais même accompagnés bien sûr de leurs parents, mais également des adultes, puisque au-delà de l'ambition première tournée vers les jeunes, il faut savoir aujourd'hui que cette 17e édition constitue un rendez-vous professionnel majeur, Oui. Puisque un point que je n'ai pas évoqué mais qui est très important, au-delà des écoles et universités qui sont associées, nous avons le monde scientifique qui est très présent. Oui, c'est vrai. Et je veux rappeler, j'ai vu en effet un des point noms très tout à prestigieux. fait, nous aurons la chance d'avoir Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, le samedi qui nous proposera une conférence, j'imagine, passionnante. Oui. Et là, nous avons encore quelques places. Et pour ceux de vos éditeurs qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de nous et de moi. Nous les accueillerons avec grand plaisir. Merci Gilles Lemaire, vous faites très bien le job. Donc Grégoire Dublineau, quelques mots de conclusion. D'abord, Jacqueline, pour vous remercier de cette invitation et de la qualité de cette émission qui nous permet de voir à travers nos regards croisés que nous partageons toutes et tous la même envie, la même ambition, la même volonté. Et c'est important de voir que les secteurs publics ou privés aujourd'hui sont totalement interdépendants, ne sont plus cloisonnés. C'est ça qui fait notre richesse. Et donc, pour conclure, je voulais, Jacqueline, vous remercier pour cette très belle alchimie. Merci beaucoup pour la formule. Emmanuel Michael. Pour conclure, moi j'aimerais également vous remercier l'ensemble des invités aujourd'hui pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir. La transversalité, je pense, des rapports, comme le disait Grégoire, je ne vais pas souffler dans l'oreille, mais je l'avais en tête également, la transversalité entre les différents services publics et privés, je pense que c'est quelque chose de très important. Et ça va nous permettre, si on continue de travailler sous cette forme-là, de faire avancer nos collectivités, de faire avancer notre pays. Et c'est peut-être le plus important quand on s'engage aujourd'hui. Merci Emmanuel Michael. Franco Manfré, un petit mot de conclusion. Bavard, j'essaie d'être court, d'abord merci effectivement. Écoutez, le décompteur n'est pas encore en marche, donc vous avez quelques secondes. Je pense que ce que j'ai aussi beaucoup apprécié ce matin, c'est de pouvoir aussi reparler de chimie et donner envie aux jeunes de faire de chimie. C'est un peu trop dénigré par méconnaissance. Je pense que si on reprend l'histoire de la révolution industrielle, aujourd'hui c'est la 4e révolution, la chimie a toujours été présente à chacune des étapes. Alors, je ne vais pas tout décliner aujourd'hui. Et dans la 4e que l'on veut aujourd'hui, c'est sûr que la chimie elle va apporter des solutions pour de nouveaux matériaux encore plus performants, des solutions dans tout ce qui est transition énergétique et écologique, avec non seulement le besoin de protéger l'environnement, mais j'ai envie de dire de réparer l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, avec aussi le soutien de l'activité comme celle effectivement d'Edico pourra aussi remettre en place l'industrie 4.0 qui est un élément important pour être encore plus performant. Merci Franco Manfré. Anthony Martinez, un petit mot de conclusion. Merci beaucoup Jacqueline, le débat est très très intéressant aujourd'hui. Un petit mot de conclusion, la chimie c'est un relais de croissance, j'en suis convaincu pour l'avenir. Donc si vous voulez découvrir les métiers de la chimie dans leur globalité, vous faire une vraie idée de ce qu'est la chimie et où elle intervient, venez nous rencontrer demain et samedi au village de la chimie. Et puis il ne faut pas oublier que la chimie c'est différents métiers. Le digital, comme le disait Franco, a une grande part d'importance. Et donc vous pouvez nous retrouver aussi au salon Smart Industry. On a créé un salon usine connectée avec toutes des partenaires pour accompagner les usines dans leur transition digitale au service de la transition écologique, bien entendu aussi. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été présents ce matin. Grégoire Dublineau et Emmanuel Michael, que le meilleur gagne dans votre commune. Gilles Lemaire, Anthony Martinez et Franco Manfré, je vous souhaite que le village de la chimie soit une nouvelle réussite. Demain, vous retrouverez Dominique Flora pour un nouveau bar de l'économie. Et moi, je vous retrouve mardi prochain, encore avec de nombreux invités. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Bon, merci beaucoup. Merci. La photo.